Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une affaire qui s'est produite dans la ville de New York durant les années 80. Une époque où le monde était différent, tout comme les mentalités. Il s'agit d'une enquête qui a défrayé la chronique et où l'opinion publique et celle des médias ont eu un rôle important. Une affaire où la victime semble reléguée au statut d'agresseur et où le tueur, par son apparence et son statut, attise la sympathie du public. Certains avocats sont prêts à tout pour défendre leurs clients, quitte à utiliser des moyens plus que discutables. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui se déroule durant l'année 1986. Mais avant d'entrer en détail dans cette enquête, j'aimerais vous situer dans le contexte de l'époque, dans la ville de New York des années 80. Lorsque l'on pense à New York, on pense Wall Street avec ses courtiers toujours en action et au téléphone. On pense aux balades dans Central Park, à l'élite dans l'Upper East Side, à une ville toujours en action, une ville qui ne dort jamais. Mais New York, dans les années 80, était bien différente de l'image que l'on a aujourd'hui. Ce n'était pas un endroit paisible où il faisait bon d'y vivre, spécialement lorsque la nuit tombait. La criminalité était omniprésente. Times Square n'était pas cette place touristique, on évitait d'y rester trop longtemps lorsque l'on savait sa réputation. Place où la drogue, la corruption, la prostitution étaient à leur apogée. Times Square était un symbole de la délinquance new-yorkaise qui a vu agir un tueur en série connu sous le nom de tueur de Times Square. Et Central Park n'était pas à envier non plus. Les gens savaient qu'il valait mieux ne pas s'y risquer durant la nuit, et surtout le parc était jonché de graffitis et d'ordures, et ce n'est qu'à partir du milieu des années 80 que celui-ci subira des travaux afin de devenir l'endroit que l'on connaît maintenant. C'est donc durant cette époque que notre affaire se déroule. Le 26 août 1986, vers 6h15, une femme fait du vélo dans Central Park au niveau de la 5e avenue lorsqu'elle découvre le corps sans vie d'une jeune fille allongée sur l'herbe. Horrifiée par cette vision, la cycliste part prévenir la police qui se rend rapidement sur les lieux. Dès leur arrivée, les forces de l'ordre constatent que la victime est une femme assez jeune. Son corps et son visage présentent de nombreuses ecchymoses, des égratignures et des morsures. La cause de la mort devient assez claire au vu des marques autour de sa gorge et de l'état de ses yeux. La victime a subi un étranglement autour de 5h30 d'après le légiste. Et sur place, les policiers se questionnent sur une éventuelle agression sexuelle, déjà à cause de la disposition des vêtements de la jeune femme. En effet, ses vêtements ont été relevés, dévoilant une partie de son corps et surtout, ses sous-vêtements ont été découverts à 50 mètres de la scène de crime. La victime est finalement identifiée comme étant Jennifer Levin, une femme de 18 ans. Mais qui est cette jeune femme? Quelle est sa vie et qu'a-t-il pu bien se passer? Jennifer a grandi à Port Washington, à Long Island, auprès de ses parents jusqu'à leur divorce lorsqu'elle avait 5 ans. Elle continue de grandir là-bas jusqu'à son entrée au lycée où elle s'installe dans un loft à Soho avec son père et elle s'inscrit dans l'école Baldwin dans l'arrondissement de Manhattan. Elle est décrite par ses proches comme une fonceuse, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui aime sortir avec ses amis. Ce qui dénote de ses camarades, c'est son cercle d'amis en dehors de l'école. En effet, Jennifer traîne souvent avec la jeunesse aisée de New York, ceux qu'on surnomme les preppies. Alors, que sont les preppies? Pour vous expliquer rapidement, si on tient vraiment à trouver une sorte d'équivalence en français, on peut les appeler les BCBG. Ce sont des personnes venant généralement d'écoles préparatoires et qui visent à entrer dans les meilleures universités, celles de l'Ivy League, comme Harvard, Yale, Brown par exemple. Même s'ils montrent un côté un peu élitiste, tous les preppies ne sont pas des personnes extrêmement riches. Ils peuvent être issus de la classe supérieure ou moyenne supérieure. Et même s'ils ne représentent pas les plus grosses fortunes, elles sont généralement issues de familles aisées. Mais le mouvement preppy n'est pas qu'un statut social, c'est aussi une façon de penser et de s'habiller. Vous avez peut-être déjà vu des articles de mode parlant de ce style ou même aperçu des personnes s'habillant de façon similaire. Une tenue preppy, ça peut être le polo, le chandail noué autour des épaules avec des chaussures bateau. Ça peut être aussi les rubans, serre-tête dans les cheveux colorés ou un collier de perles comme celui qu'arbore Jennifer. Un preppy ne s'habille pas avec des marques de luxe comme Valentino, Prada, Gucci, mais plutôt avec des marques comme Abercrombie ou bien Ralph Lauren par exemple.
Jennifer n'était pas forcément destinée à rester avec ce genre de personnes, mais à force de rencontres et de soirées, elle a lié des amitiés parmi eux. Toutes ces communautés ont pour habitude de se retrouver dans un endroit spécifique de l'Upper East Side, au Dorian's, un bar proche de Central Park. Revenons maintenant sur les lieux du crime afin de voir où en est l'enquête. Les crimes à Central Park ne sont pas si rares, mais concernent plutôt des personnes en difficulté, des voyous, des drogués, des prostituées. Sous leurs yeux, ils ont une jeune fille de 18 ans qui, au vu de sa tenue, n'appartient pas au monde de la nuit, d'après les policiers. Et bien qu'il y ait déjà eu plus de 1000 crimes commis durant la moitié de l'année 86, cette affaire attire les médias en masse à cause justement du profil différent de cette victime. Et on peut y voir les premiers signes de la pression médiatique qui aura un gros rôle à jouer tout au long de l'enquête. Mais ce qu'ignorent les policiers et les médias alors qu'ils s'attroupent autour de la scène de crime, c'est que quelqu'un les observe en silence, le meurtrier. Après avoir identifié la victime, les autorités ont la dure tâche d'annoncer la nouvelle aux parents et de les questionner sur la veille. Le père de Jennifer, Steven Levin, leur explique qu'elle avait prévu de retrouver des amis pendant la soirée afin de fêter son prochain départ pour l'université et de marquer le coup pour cette fin d'été. Elle n'avait pas prévu de rentrer chez elle car elle devait passer la nuit chez une amie. Pour finir, Steven confie aux policiers l'agenda de Jennifer sur lequel elle marque les coordonnées de ses amis et des rendez-vous. Grâce à ce carnet, les policiers sont en mesure d'appeler et d'interroger les proches de la jeune femme, dont ses amis qui ont passé la soirée avec elle et qui donc leur permet de retracer le cours des événements. Ses amies racontent qu'elles sont toutes allées dans un restaurant mexicain où elles ont mangé et elles ont bu quelques verres avant de se rendre au Dorian's, rejoindre leurs autres amis vers minuit. La soirée s'est déroulée sans problème et plusieurs personnes se souviennent avoir vu Jennifer discuter avec Robert Chambers, un habitué âgé de 20 ans. Par la suite, des clients et le patron du bar confirment les avoir vus quitter le bar ensemble lors de la fermeture aux alentours de 4 heures. Robert et Jennifer s'étaient déjà vus à plusieurs reprises. Elle l'avait remarqué une première fois durant le mois de juin, alors qu'il rejoignait son groupe au Dorian's, puis ce fut au tour de Robert de remarquer la jeune fille et de l'inviter à un premier rendez-vous en juillet. Les deux se fréquentent occasionnellement pendant l'été, ils ont une relation intime, mais ils savent que cela est éphémère avec le prochain départ de Jennifer pour l'université et ils s'en tiennent donc à cette relation occasionnelle. Ayant appris ces nouvelles informations, les policiers se rendent chez Robert et ils le ramènent au poste de police pour l'interroger. L'inspecteur en charge se dit rapidement qu'il est très beau garçon, bien habillé, poli, mais quelque chose cloche dans son apparence, dans son visage. Celui-ci est couvert de griffures assez fraîches, qui ne sont d'après Robert que les résultats d'une attaque de son chat. Le policier décide de lui annoncer la mort de Jennifer, ce qui semble choquer le jeune homme, et il l'interroge sur sa rencontre avec elle lors de cette soirée. Celui-ci raconte qu'il a vu Jennifer au Dorian's vers 2 heures du matin et qu'ils ont commencé à parler de l'avenir, du fait qu'elle allait partir à l'université et que lui ne se voyait pas dans une relation à distance exclusive avec elle et qu'il souhaitait voir d'autres personnes. Vers 3 heures du matin, le bar commençait à fermer, seuls quelques clients dont lui et Jennifer étaient encore sur place. Ils sont finalement sortis de l'établissement à 4 heures, ils se sont séparés et ils sont partis chacun de leur côté. Il ne l'a plus revu depuis. L'inspecteur a quelques doutes en lui et pour s'assurer de la véracité des dires, il décide d'utiliser la méthode Colombo et de jouer sur la naïveté et l'étourdissement. Pendant les heures d'interrogatoire, il feint avoir oublié certains détails concernant la déclaration de Robert et il lui fait répéter sa version, encore et encore. Robert s'exécute, raconte toujours la même version et soudainement, quelque chose change dans son récit. Il explique à nouveau être sorti du bar à 4 heures, que Jennifer l'a laissé pour aller s'acheter des cigarettes. Or, la jeune femme n'a jamais fumé. Pourquoi irait-elle s'acheter des cigarettes? Ça n'a aucun sens. Et Robert comprend qu'il a fait une erreur. Le policier lui dit qu'il est temps d'arrêter de jouer et de mentir et que l'histoire des éraflures causées par le chat ne tient pas la route. Robert semble prendre conscience de la situation. Il prend une respiration et il se met à raconter une histoire totalement différente. Ils sont bien sortis du bar ensemble, mais ils ne se sont pas séparés. Au contraire, ils se sont rendus à Central Park, tous les deux dans l'intention d'avoir une relation intime. Arrivée là-bas, la jeune femme lui a annoncé qu'elle voulait tester quelque chose de nouveau. Elle voulait pimenter les choses et elle lui a attaché les mains derrière le dos avec ses sous-vêtements. Robert était allongé sur le dos, incapable de bouger les mains, et Jennifer a commencé à être physiquement violente envers lui.
Elle a commencé par le griffer au visage, à le toucher, lui faire mal au niveau des parties intimes et à le malmener malgré ses cris et ses protestations. À ce moment du récit, le policier veut s'assurer de bien comprendre la situation et lui demande s'il est en train de dire que Jennifer a abusé de lui. Ce à quoi il répond que oui, c'est ce qu'il s'est passé. Il reprend sa déclaration et il explique qu'il voulait l'arrêter et que dans un mouvement de défense, il est parvenu à libérer une de ses mains, à attraper Jennifer à la gorge et à la renverser sur le sol. Il s'est relevé et il a constaté que la jeune femme ne bougeait plus. Il l'avait tuée. Ne sachant pas quoi faire, il s'est éloigné de la scène de crime et il s'est assis un peu plus loin sur un rocher jusqu'à l'arrivée de secours et de la police, puis il est rentré chez lui. Sa version laisse les policiers dubitatifs. Le fait déjà qu'un homme déclare avoir été abusé par une femme est peu fréquent à cette époque. Mais ce qui les trouble aussi, c'est que Robert pèse dans les 100 kilos et il fait presque 2 fois la taille de Jennifer. Il est compliqué d'imaginer cette jeune femme prendre le dessus sur lui. Et l'histoire de l'avoir fait chuter et qu'elle a perdu la vie ainsi, c'est étrange lorsque l'on sait qu'elle est morte des suites d'une strangulation. Après ses aveux, Robert Chambers est arrêté et il est placé en détention en attendant son procès. Et c'est là qu'entre en jeu son avocat, Jack Littman, un avocat connu pour blâmer les victimes comme stratégie de défense, et c'est justement cette stratégie qu'il va employer en se servant des médias. Les médias, comme je vous l'ai dit précédemment, se sont investis dans cette affaire dès les premiers instants. Lorsque la nouvelle concernant l'arrestation de Robert leur parvient, cela fait beaucoup de bruit et chaque journal souhaite publier et vendre à ce sujet. Alors, les informations fournies par l'avocat sont la bienvenue et retranscrites dans les journaux. À travers ces articles, Robert est décrit comme un bel homme, vivant dans une sphère aisée, entouré de gens respectables et avec un avenir prometteur. Et Jennifer, qui est quand même la victime, est dénigrée dans les médias. On la fait passer pour une femme aux mœurs légères, de petite vertu, qui ne cessait de courir après Robert et que de ce fait, ce pauvre Robert n'a fait que se défendre. Les articles se veulent vendeurs, avec des titres comme « Comment Jennifer a courtisé la mort ». Et pour les proches de la jeune femme, c'est insupportable. C'est comme une deuxième mort. Le problème, c'est que les répercussions se font sur le grand public, où dès lors, il commence à prendre Robert en pitié, avec des déclarations comme « Il est beaucoup trop beau pour avoir besoin d'agresser une femme pour obtenir une relation intime ». Les gens interviewés dans la rue le perçoivent comme un homme génial, charmant, que tous les hommes envient et que les femmes rêvent d'avoir. Et encore, aux yeux du grand public, Jennifer est blâmée pour ses actes. Elle a décidé d'aller dans Central Park la nuit avec un homme, c'est de l'inconscience. Et on en vient presque à dire qu'elle a cherché ce qui lui arrivait, qu'elle l'a mérité. Ce sont ces mêmes médias qui trouveront le nom de l'affaire, le Preppy Murder. Le 1er octobre 1986, Robert est libéré sous caution en attendant son procès, et de chaque côté, que ce soit de l'accusation ou de la défense, on se prépare sans relâche. Du côté de la défense, la stratégie reste la même. Il leur faut le maximum de preuves afin de prouver que Jennifer n'était pas une innocente victime. Et pendant leur préparation, Jack Littman déclare qu'il lui manque un élément important, l'agenda de Jennifer qui, d'après lui, est un journal qui contient les détails de sa vie sexuelle où la jeune femme marquait chacune de ses relations. L'agenda est examiné par le juge qui déclare que cet élément n'est pas recevable car il n'y a absolument rien de ce genre écrit dedans. Mais le mal est déjà fait, car l'avocat a transmis cette information à la presse, qui s'est empressée de publier des articles déclarant que Jennifer avait un journal sexuel, et cela continue de ternir sa réputation. Du côté du procureur, la technique est de fouiller le passé de Robert, et cela n'est pas sans résultat. L'accusation découvre que Robert a commis plus de 30 cambriolages et vols, qu'il n'est pas du tout aisé comme le disent les médias, au contraire, sa mère travaille dur en tant qu'infirmière pour lui offrir du confort. Robert grandit dans un monde auquel il n'appartient pas, entouré d'enfants fortunés et il désire être similaire à eux. À l'âge de 14 ans, il tombe dans la drogue et il devient addict, une addiction qui le conduira à faire plusieurs cures de désintoxication et à se faire envoyer de plusieurs écoles. Et avec ces découvertes, une hypothèse émerge du côté de l'accusation. Elle ne croit pas un instant à l'histoire d'une agression sexuelle violente et de la légitime défense. Ce qu'elle pense, c'est que Jennifer a surpris Robert en train de fouiller son sac à main à la recherche d'argent et qu'elle l'a confronté, le menaçant de révéler à tout le monde. Pour l'empêcher et la faire taire, Robert l'a tuée. D'autant plus que lorsqu'on a ouvert le portefeuille de Jennifer, il était vide, alors que ses amis affirment qu'elle avait 40 $ sur elle. Et autre chose, ses boucles d'oreilles ont aussi disparu.
Le procès met du temps à se mettre en place, principalement à cause de la difficulté de trouver des jurés impartiaux. Plus de 486 personnes sont envisagées et seulement 12 servent à la constitution du jury. C'est finalement le 4 janvier 88 que Robert se rend au tribunal pour faire face à l'accusation de meurtre sans préméditation. Au niveau de la défense, il y a une légère modification sur l'acte ayant conduit au décès de Jennifer. Robert l'a attrapée, a tenté de la maîtriser en lui faisant une clé de bras, ne se rendant pas compte qu'il la tuait. Mais l'accusation conteste cette explication, en se servant du rapport d'autopsie et en faisant venir un expert à la barre qui déclare qu'il est possible de tuer quelqu'un avec une clé de bras, mais que dans cette affaire, les traces laissées sur la victime ne suggèrent pas ça. Et autre chose qui va à l'encontre de la version de la défense, qui assure qu'il s'agit d'un acte de légitime défense face à une agression sexuelle violente, il n'y a aucune preuve permettant de l'affirmer. Et justement, les policiers qui avaient découvert le corps avaient eu le sentiment qu'il y avait eu de la mise en scène, que les vêtements avaient été relevés pour faire croire à cette hypothèse. En entendant ces arguments et le passé de Robert, vous devez peut-être vous dire que l'accusation a beaucoup de ressources. Alors oui et non. Le problème est que toute la partie concernant son passé criminel ne peut pas être utilisée comme preuve lors du procès. Le seul moyen de le faire est seulement si Robert témoigne à la barre. On accepte dans cette condition afin de déterminer la crédibilité d'un témoin. Mais Robert ne se présente jamais à la barre et de ce fait, les jurés n'ont aucune connaissance des faits liés à son passé criminel. Le procès dure 13 semaines et par la suite, les jurés débattent pendant 9 jours sans parvenir à un accord. Face à leur indécision, l'accusation et les proches de la victime ne veulent pas prendre le risque que le procès soit annulé. Ils veulent obtenir justice pour Jennifer. Robert passe alors un marché avec la justice. Dans l'accord passé, Robert accepte de plaider l'homicide involontaire au premier degré. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Il semble que ce soit une spécificité de l'État de New York qui intervient dans cette affaire car il est estimé que les preuves et les circonstances justifient que Robert a eu l'intention de causer des blessures physiques graves à Jennifer et que ces blessures ont entraîné sa mort. Donc ce n'est pas un meurtre, ce qui signifie que l'acte a été commis sans volonté de tuer la jeune fille, mais en sachant qu'il lui ferait du mal avec son geste. Si jamais il y a des juristes qui écoutent la vidéo et qui se rendent compte que l'explication est fausse, dites-le moi dans les commentaires. Mais d'après pas mal de recherches et de tentatives de compréhension, il me semble que c'est ce que signifie le terme manslaughter in first degree. En plus de ce plaidoyer, Robert a l'obligation de prendre la parole au sein du tribunal et de reconnaître les faits de violence intentionnelle sur la jeune femme. Il le fait et après ça, il présente également ses excuses aux proches de la victime. Suite à ça, Robert est condamné à une peine de 15 ans de prison pour avoir ôté la vie de Jennifer Levin. Mais l'affaire ne s'arrête pas là concernant Robert et ses agissements. Seulement quelques mois après, une vidéo fuite et elle est diffusée dans les médias. Il s'agit d'une vidéo filmée lorsque Robert était en liberté en attendant son procès et dessus on le voit faire la fête avec des amis. Il mime un étranglement sur lui-même avec des bruits d'étouffement, puis il prend une Barbie, lui tord la tête en disant « Oups, je crois que je l'ai tué » avec un grand sourire. La famille de Jennifer est choquée par cet enregistrement, qui pour eux fait référence à la jeune femme. Robert se moque ouvertement de sa mort. Mais le procès a déjà eu lieu et la condamnation aussi. Pourtant, cette vidéo aurait pu avoir un impact si elle avait été diffusée plus tôt. Robert, lui, reste en prison pendant 15 ans, il n'obtient pas de remise de peine à cause de son comportement. Il a beaucoup de problèmes. On découvre sur lui de la drogue, des armes, il se bat avec d'autres détenus et il attaque même des surveillants. Il passe pratiquement les 5 dernières années de sa détention en isolement. C'est le 14 février 2003 qu'il sort de prison et très rapidement il donne une interview dans laquelle il nie avoir eu des problèmes en prison et où il répète que la mort de Jennifer était un accident. Il retrouve sa copine avec qui il était déjà lors du procès et il s'installe avec elle. Puis il fait à nouveau parler de lui durant l'automne 2004 lorsqu'il est arrêté pour conduite sans permis valable et possession de drogue. Il est arrêté, il plaide coupable en juin 2005 où il est condamné à 100 jours de prison et à payer une amende de 200 $. Mais ça n'arrête pas Robert qui se fait à nouveau arrêter à son domicile le 22 octobre 2007 pour trafic de drogue après avoir tenté d'en vendre à des policiers sous couverture. Son procès se tient en 2008, il plaide coupable et il est condamné à 19 ans de prison.
Il devrait sortir au plus tôt en 2024 et au plus tard en 2026. Lorsque l'assistante du procureur présente dans l'affaire de Jennifer apprend son arrestation, voici ce qu'elle déclare. Ça ne me surprend pas. J'ai toujours pensé que son problème de drogue et d'alcool lui causerait encore des ennuis. Il a eu l'occasion en prison de se désintoxiquer et de suivre des cours à l'université pour reprendre sa vie en main. Mais cela ne l'intéresse manifestement pas. Il n'a rien appris au cours des 20 dernières années. Concernant cette affaire, je pense qu'il y a plusieurs points à aborder. Tout d'abord, concernant le traitement fait autour de la victime. On peut se demander si, à notre époque, cela pourrait encore se produire. D'un point de vue juridique, non. Grâce à une loi mise en place dans l'État de New York qui a été poussée par nul autre que la mère de Jennifer. Il n'est plus autorisé de parler du passé sexuel d'une victime d'agression, ce qui est déjà un bon point. En effet, c'est un point à savoir, la mère de Jennifer a fait de ce drame un combat pour que ce qui est arrivé à sa fille ne se reproduise plus. Elle se bat depuis des années pour aider le combat des victimes de violences sexuelles. Elle a ainsi aidé à l'adoption de 13 lois en 10 ans. Mais il reste la liberté de la presse. Même s'il y a eu du changement à ce niveau, comme avec le mouvement MeToo, qui a permis de libérer la parole de certaines femmes et d'hommes et de mettre en lumière toutes les personnes qui n'ont pas été écoutées. Il reste encore du chemin à parcourir. Encore aujourd'hui, on entend des victimes de violences sexuelles rapporter des propos plus que préoccupants de la part des autorités, leur demandant comment elles étaient habillées par exemple. Ou bien, même au niveau de la mentalité des humains, il m'est arrivé de voir des articles parlant de jeunes femmes ayant été agressées, et parmi les commentaires, il y en a qui blâment la victime, avec des propos comme « c'est de sa faute, elle n'avait qu'à pas être dehors à cette heure-là, à quoi elle pensait en allant toute seule dans un bar ?» Et ça me fait mal au cœur de lire ça car d'après moi, rien, jamais ne justifiera une agression sexuelle. Un habit n'est pas une autorisation. Se balader seul le soir n'est pas un appel à la rencontre. Il ne faut pas minimiser non plus les agressions commises envers les hommes. On en parle moins, oui, mais elles existent, et les minimiser n'aide pas pour la libération de la parole. Alors certes, dans cette affaire, c'est différent. Pas tant que par les déclarations de Robert, car il aurait pu être victime d'agression. Mais lorsque l'on constate qu'il y a eu un étranglement, ou même une clé de bras si on suit son raisonnement, ça prend du temps de tuer une personne ainsi. Ce n'est pas en 2 secondes le temps de maîtriser la personne, et surtout, Jennifer a dû se battre pour tenter de survivre, ce qui tend à diminuer la crédibilité de ses déclarations. J'aimerais aussi revenir sur l'effet qu'a eu Robert aux yeux de la presse et du public en vous posant une question. Pensez-vous que l'effet aurait été le même si son apparence aurait été moins appréciée? Est-ce que le physique de quelqu'un agit sur l'opinion que le public se fait de lui, et ce, malgré la gravité des actes commis? Parce que, par son apparence, on a finalement trouvé des excuses à Robert. Lorsque l'on entend des propos comme « il est trop beau pour avoir besoin de forcer quelqu'un », cela signifie qu'une apparence physique sert à déterminer la dangerosité d'un individu. Mais vous et moi avons eu connaissance d'assez d'affaires criminelles pour savoir qu'en termes de criminalité, l'habit ne fait pas le moine. Combien de tueurs en série avaient une apparence plaisante, une vie conforme et pourtant commettaient des horreurs? J'aimerais terminer la vidéo sur un aspect plus positif concernant la violence à New York. Les années qui ont suivi cette affaire n'ont pas été des années calmes en termes de criminalité. Il y a eu une autre affaire célèbre dans Central Park, celle des Central Park 5 en 89. Justement, si vous voulez en apprendre plus sur cette affaire, je vous recommande la série disponible sur Netflix. Et c'est justement en arrivant dans les années 90 que des mesures ont été prises afin de rendre la ville plus sûre, avec l'arrivée du maire Rudy Giuliani. Celui-ci a promis de régler le problème et s'y est attelé en instaurant la théorie de la vitre brisée. Cette théorie repose sur l'exemple d'une fenêtre cassée dans un immeuble. Si on ne la répare pas, les autres risquent de suivre et d'être cassés. Car en la laissant ainsi, on renvoie le message qu'on ne s'en préoccupe pas, que l'endroit est à l'abandon et cela engendre un cercle vicieux. Pour mettre en pratique cette théorie, la ville de New York commence à punir les actes plus minimes comme les graffitis, les fraudes des transports en commun par exemple, car le but est d'envoyer un message important. Chaque mauvais acte doit être puni et il n'y aura plus de tolérance les concernant. Durant le premier mandat de Rudy Giuliani entre 1993 et 1998, la criminalité a été divisée par 3 et les forces de police sont passées de 27 000 à 39 000. Des quartiers comme Harlem ont été réhabilités et des endroits comme Times Square sont devenus accessibles à tous, sans courir tous les risques qu'il y avait auparavant. C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.